RCF. Et nous voici sur RCF où la joie se partage. Je suis Raphaël Le Mauve. J'ai à ma droite Liliane Potier. Bonjour Liliane. Bonjour Raphaël. Pour cette nouvelle émission, nous allons avoir des surprises, j'espère. La première surprise, c'est que vous n'avez pas démissionné, vous êtes toujours ici. Et oui, je suis toujours là, voilà, malgré tout, ou envers et contre tout. Alors, nous avons à nos côtés Alex Chalère, saxophoniste, guitariste, musicien multiforme, compositeur. J'en oublie ? Je chante un petit peu aussi. Voilà, chanteur. Bon, je pense qu'au fil de la discussion, il y a des choses qui vont se mettre en place. Donc en fait, oui, de manière générale, on a l'essentiel. D'accord, très bien. Alors, une fois n'est pas coutume, comme on reçoit un musicien, on va commencer par un morceau de musique. Alors, qu'est-ce que vous nous faites écouter, Alex ? Alors, la première chanson, Mon Légionnaire, la version de Serge Gainsbourg. Et ça a été la graine, vraiment, qui a planté en moi l'envie de faire de la musique mon métier. J'étudiais la musique, j'étais élève en école municipale. Puis après, quand j'ai emménagé sur La Rochelle au conservatoire, eh bien, cette chanson, elle m'a profondément marqué. Il avait de grands yeux très clairs, où parfois passaient des éclairs comme au ciel passent des oranges. Il était plein de tatouages que j'ai jamais très bien compris. Son cou porté, pas vu, pas pris. Sur son cœur, on lisait personne. Sur son bras droit, un mot résonne. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. Bonheur perdu, bonheur enfui. Toujours je pense à cette nuit et l'envie de sa peau me ronge. Parfois je pleure puis je songe que lorsqu'il était sur mon cœur, j'aurais dû crier mon bonheur. Mais je n'ai rien osé lui dire. J'avais peur de le voir sourire. Je sais pas son nom, je ne sais rien de lui. Il m'a aimé toute la nuit, mon légionnaire. Et me laissant à mon destin, il est parti dans le matin, plein de lumière. Il était mince, il était beau, il sentait bon le sable chaud. Mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière. On l'a trouvé dans le désert. Il avait ses beaux yeux ouverts. Dans le ciel passaient des nuages. Il a montré ses tatouages en souriant. Et il a dit, montrant son cou. Pas vu, pas pris. Montrant son cœur ici. Personne. Il savait pas. Je lui pardonne. Je rêvais pourtant que le destin nous ramènerait un beau matin, mon légionnaire. Qu'on s'en irait seuls tous les deux, dans quelques pays merveilleux, plein de lumière. Il était mince, il était beau, on l'a mis sous le sable chaud, mon légionnaire. Il y avait du soleil sur son front, qui mettait dans ses cheveux blonds de la lumière.
Voilà, c'était Serge Gainsbourg dans cette interprétation toute personnelle de Mon Légionnaire. Alors, Alex Chalère, vous avez commencé à nous en parler un tout petit peu avant cette première pause musicale. Donc la musique est venue à vous quand vous avez écouté Mon Légionnaire ou c'était déjà présent dans votre vie avant ? Oh, bien avant, en fait, je pense, depuis ma tendre enfance. On va dire les choses ainsi. Mon père qui était mélomane, qui écoutait beaucoup de musique jazz, Stan Getz, qui tournait souvent dans les 45 tours que nous écoutions. Mes parents ne sont pas musiciens, mais mon père est un mélomane. Et vu que je suis quelqu'un de très sensible, ma mère, par exemple, était obligée de me sortir quand j'entendais des cantiques à l'église parce que ça me faisait pleurer tellement la musique me touchait. Et j'étais tout petit, j'avais peut-être 2 ans, 3 ans. Donc j'étais impressionné. Moi, je suis originaire de la Marne. Et là-bas, à Vitry-le-François, il y a beaucoup de commémorations militaires, des défilés. J'étais très impressionné par les défilés. Je voyais des personnes qui jouaient de la caisse claire, qui maîtrisaient. J'étais impressionné. C'est moi qui ai demandé à mes parents, quand j'avais 4-5 ans, de m'inscrire dans une école de musique pour apprendre la musique, tout simplement. Et vous avez commencé à 4-5 ans par apprendre quoi ? Alors à l'époque, c'était dans les années 80. Personne ne va en rajeunissant. Et à l'époque, j'ai commencé par le solfège. Je crois même que c'était 2 ans de solfège avant de choisir son instrument, même si dans ma tête, je voulais apprendre à jouer de la caisse claire. À la base, c'était ça. Mais comme il n'y avait pas cet instrument-là qui était enseigné, et qu'il manquait des élèves en clarinette, on m'a fait essayer la clarinette. Première expérience, et je devais avoir 6-7 ans. Alors non, commencé le solfège à 6 ans et à 8 ans, donc 2 ans après, on me fait essayer la clarinette. J'ai passé 1 an de cours avec une prof tortionnaire qui m'a découragé, qui m'a complètement... En fait, j'étais tellement sensible que elle me voyait souvent, régulièrement, verser des larmes quand je jouais de la musique. Alors, soit parce qu'elle me disait que je le faisais pas bien, soit parce que la musique était belle. Mais au final, je voulais absolument changer et on m'a fait essayer le saxophone et c'est là où il y a eu un premier truc. Le prof, quand il m'a dit, quand il a dit à ma mère, votre fils, il a une embouchure de saxophoniste, ça marche tout de suite, ça a commencé comme ça, véritablement. C'est comme ça que vous êtes devenu saxophoniste dans un premier temps amateur. Il n'y avait pas l'idée d'en faire un métier. Non, oui, exactement. Ouais. Ça me plaisait beaucoup. L'ambiance qui y était, le côté bienveillant, encourageant, c'était très dynamique dans ce lieu-là, dans cette école municipale. On faisait beaucoup de concerts, quelle que soit notre avancée. Donc dès la première année, en instrument, on était déjà sollicité pour faire des représentations. Et c'était très encourageant. Je voulais poser une question. Est-ce que le saxophone est adapté pour les petits ? Enfin, là, vous aviez 8 ans, ou même 10 ans. Peut-être vous avez... Alors j'avais 9 ans quand j'ai commencé le saxophone après 1 an de clarinette. Est-ce que c'est vraiment la taille adulte du saxophone ou est-ce qu'il y a des saxophones qui sont un peu plus légers que d'autres ? Alors, il y a une famille de saxophones. On apprend essentiellement sur le saxophone alto et il n'y a pas plusieurs tailles, il n'y a qu'une seule taille, quel que soit l'âge. Et en fait, je vois selon... j'ai déjà eu des élèves qui ont commencé en étant plus jeunes que moi, à l'âge de 7 ans. Alors c'est vrai que l'instrument est un peu grand pour eux, mais on arrive à s'adapter. Et c'est surtout en ce qui concerne l'envie et la motivation qui fait que du coup ça transforme tout, l'envie. Et donc pour répéter en fait les leçons, il fallait peut-être avoir un saxophone à la maison ou pas nécessairement ? C'est mieux. Non, c'est conseillé d'avoir son instrument, quel que soit d'ailleurs l'instrument qu'on apprend. Un cours ne se limite pas simplement à l'apprentissage. Quand je donne un cours de musique, tout comme moi j'en prenais, le professeur donne des indications et après on fait le point chaque semaine pour voir pour réajuster, faire ce qu'on appelle des remédiations. Pour progresser dans un instrument, il faut le pratiquer régulièrement. Et ça vous a jamais posé de difficulté ? Parce que on commence, on a 9-10 ans, puis après on grandit, on devient adolescent, il y a d'autres préoccupations. Oui. Il faut quand même avoir cette régularité. Vous avez toujours tenu cette discipline ? Alors, non, absolument pas. Je me faisais même souvent gronder par mon prof de saxophone, gentiment, parce qu'il trouvait ça dommage sur le fait que justement je n'entretenais pas suffisamment mon instrument. C'est difficile de garder une discipline régulière.
Et il disait c'est dommage parce que t'as énormément de capacités et moi je me mettais toujours au dernier moment. Donc il me donnait des choses à faire et c'était la veille ou l'avant-veille que je m'y mettais pour dire si j'ai un peu travaillé. Mais il est arrivé aussi des moments où j'avais des révélations et une forte envie et là du coup le fait de jouer beaucoup régulièrement me venait. Mais j'ai jamais vraiment tenu une régularité. J'ai un fonctionnement parfois où c'est du tout ou rien. Parfois je suis à fond dans un truc et ça va être que ça. Je vais faire le focus là-dessus. Et après je passe à autre chose et puis ça reste en train de travailler même si je passe à autre chose. Donc quand je me suis mis à bosser mon piano, ça m'est arrivé de bosser 4-5 heures tous les jours pendant 1 an par exemple, histoire de progresser parce que j'avais cette envie-là, cette forte envie. Parce que vous n'êtes pas cantonné au saxophone, vous avez aussi touché un peu de la guitare. Oui, alors avant de toucher la guitare, il y a eu le piano. Justement, Gainsbourg, on a écouté Mon Légionnaire tout à l'heure, ça a été vraiment pour moi le catalyseur. Et c'est là où j'ai eu la révélation, je devais avoir 14 ans, juste avant sa mort d'ailleurs. C'est ça qui est dingue, et là j'ai découvert plein d'hommages en son honneur, et j'ai découvert plein de choses à son sujet que je ne connaissais pas. Et j'ai vu que j'avais envie de devenir Gainsbourg en fait, à l'âge de 14 ans, et du coup c'était ma référence. Et comme il composait ses chansons au piano, je m'étais dit, saxophoniste c'est bien, mais pour composer, c'est différent. Donc maîtriser un instrument polyphonique donne des indications, et donc je me suis acheté mon premier synthé, mon premier clavier, avec les mêmes touchés qu'un piano, pour apprendre à développer davantage mon oreille, et puis commencer à essayer de composer. Et la guitare ? La guitare, c'est venu vers l'âge de 17 ans. Quand j'ai eu justement un coup de cœur pour Jim Morrison, donc ça a été ma seconde référence, les Doors. D'ailleurs, c'est le deuxième morceau que j'ai choisi. Alors évidemment, c'est difficile, parce que chez les Doors, j'aime beaucoup de morceaux, mais celui que j'ai choisi, c'est Riders on the Storm. C'est celui que je trouvais vraiment le plus parlant, en fait. Ça me fait penser aussi au cheminement qu'on a dans la vie, en fait. On est tous des conducteurs parmi la tempête, parce qu'on traverse tous des moments de doute, de tempête. Il y a de la pluie, il y a du vent, parfois il y a du soleil. Et je trouve qu'au niveau de l'image et puis de la qualité du morceau, la qualité aussi bien musicale et vocale de ce morceau-là, ça me touchait grandement à cette époque. Et c'est ce qui m'a donné envie d'essayer de la guitare. Et comme à l'époque, j'étais élève non seulement au Conservatoire de La Rochelle, mais je participais aussi à un atelier de jazz le mardi soir au Conservatoire de Rochefort avec Pascal Combeau. Je le salue au passage, un super musicien, super bassiste, multi-instrumentiste. Je pense que c'est lui qui m'a donné goût à l'improvisation, à la création. Parce qu'au Conservatoire de La Rochelle, on ne l'apprenait pas. J'étais demandeur, mais à part étudier les chorales de Bach ou être dans un registre classique qui est très, très intéressant, au niveau de la création, j'étais demandeur, mais il ne savait pas me le donner. Et je pense que c'est Pascal Combeau qui m'y a amené. Oui, sur la voix. Oui. De quoi ? Qui vous a mis sur la voie. Je pense, ouais. Oui. Il a fait partie, en tout cas, des éléments, parmi d'autres, qui m'ont aidé à m'ouvrir à la création. Et Stéphane faisait partie de l'atelier de jazz, il était guitariste et on faisait de temps en temps des répétitions, histoire de faire des reprises, je sais pas, la musique de la pub de chez Dim. Il reprenait la guitare, on s'amusait à le faire ensemble, et puis de temps en temps, j'avais envie d'essayer sur sa guitare. Et par rapport au piano, je trouvais que c'était un instrument qui était difficile parce qu'on ne voit pas les notes. C'est pas évident du tout et c'est un nouvel instrument. J'ai essayé, j'étais à l'aise avec un instrument avant, je me suis mis au clavier, au piano, et la guitare, un instrument à cordes, c'était pas facile, mais je me suis servi de mon oreille. Bien heureusement, j'ai cette chance d'avoir une bonne oreille qui me permet de reproduire ce que j'entends et ce que j'écoute, ce que j'ai aussi dans la tête. Et j'ai appris la guitare, je m'en suis acheté une après, j'ai commencé à chercher tout seul comment on pouvait faire des reprises, pas seulement des Doors, mais aussi à l'époque, qu'est-ce que j'écoutais beaucoup. Il y avait Nirvana qui commençait à arriver sur les ondes, donc j'ai commencé aussi à développer l'esprit rock, en plus de l'esprit
avec les influences jazz au saxophone, mais pas que. Et ce qui m'a beaucoup plu, c'est j'avais un copain qui était fan du groupe les Guns N' Roses, donc je reprenais quelques thèmes, mais je trouvais que la guitare était un instrument difficile malgré tout, donc je me suis acharné. J'ai même laissé tomber à un moment donné. La guitare, je l'ai mis au placard au bout de 6 mois parce que je trouvais que c'était un peu dur. Même si avec mon oreille, je réussissais à reproduire des choses. J'étais frustré. J'avais pas le son que j'entendais à la radio. Parce que déjà d'une, la guitare, c'était une guitare premier prix. J'avais pas le même ampli. J'arrivais pas à comprendre comment on pouvait tenir une note super longtemps. J'y arrivais pas. Ça me fait un peu penser au film Péril jeune. À un moment donné, j'ai rigolé quand je voyais un jeune de 17 ans qui essayait de reprendre un super solo de guitare de 10 Years After. Il travaille, il galère, puis après il écoute la version originale, et puis là, en fait, il déprime parce qu'il n'a pas le niveau. Donc voilà, les débuts sont toujours... même si on a des qualités et une envie, les débuts, ils peuvent être difficiles, mais quand il y a une envie, on s'acharne et on s'y remet, on laisse reposer... Enfin voilà, donc en fait, il n'y a pas toujours une régularité au niveau de la discipline. Voilà. Est-ce que le solfège vous a aidé dans ces cas-là? C'est-à-dire, vous avez une très très bonne oreille, certes, mais est-ce que le solfège n'a pas été un appui en fait pour démarrer en fait des... Alors, j'ai pas envie de dire le solfège à proprement parler. J'ai plus envie de parler de la discipline formation musicale. C'est en fait depuis la réforme de 78, je crois, du ministère de la Culture, on dit plus solfège, mais formation musicale. De mon temps, voilà, merci de me rappeler en fait ce décalage en fait musical. Merci beaucoup. Mais il n'y a pas de souci, mais en fait, je pense que ça permet, lorsqu'on voit une partition, de tout de suite en fait poser, enfin déjà dans sa tête de voir. Alors en fait, c'est vrai que dans la formation musicale, il y a un item qu'on appelle le solfège, mais en fait, on le dit encore beaucoup, le solfège. Même encore des enfants de 5 ans. Bonjour, je viens pour mon cours de solfège. Et puis je le reprends, je lui fais non, c'est formation musicale. Je vais t'expliquer pourquoi. Le solfège se limite à une lecture de notes, de rythme, la compréhension des notes, du rythme, du travail de l'oreille. Mais la formation musicale part, au final, l'objectif, c'était pas de faire simplement un cours uniquement théorique et abstrait, qui décourageait la plupart des gens. Donc on part de la musique. Pour justement voir toutes ces manières de... par exemple, je sais pas, on fait écouter un morceau, un quatuor de Mozart, ou ça peut très bien être un morceau de musique actuelle, un morceau de Nougaro, le jazz et la java, mettons. On fait un petit commentaire d'écoute, on note tous les instruments qu'on entend, quelle est la pulsation, quelle est la rapidité, quels sont les différents mouvements... si c'est du binaire, du ternaire, etc. Et puis après, je leur donne la partition. Ça peut être une partition avec des parties manquantes, où justement ils essaient de trouver les notes qui manquent, le rythme qui manque. Et après, on peut faire de la lecture des différents instruments qui sont là. S'il y a une basse qui joue, ça peut être de la lecture en clé de fa, en clé de sol. Enfin bref, on en fait quelque chose de constructif plus que quelque chose de trop abstrait et décourageant. Et de ludique aussi pour les enfants. Enfin, c'est une approche... un peu moins théorique, effectivement. Alors, il y a de la théorie aussi là-dedans. Il y a de la théorie, mais c'est vrai que la lecture de notes permet d'avoir justement une arme qui quand même... c'est vrai que le fait d'avoir étudié au conservatoire m'a apporté des bagages qui m'ont permis aussi de développer le côté autodidacte, justement. Ça m'a permis d'apprendre tout seul le piano, la guitare, de me servir de tous ces bagages-là pour justement avoir plus de facilité. Et quand j'entends un thème, je peux faire un relevé à la main pour écrire les notes... ou s'il y a une partition qui m'intéresse, je peux très bien soit aller la chercher, mais j'aime bien aussi le jeu d'oreille. Donc si j'entends une musique, j'ai pas besoin de la partition, je l'écoute et je la reproduis. En fait. Oui. Alors, en parlant de jeu d'oreille, on va faire une petite pause musicale. Je pense qu'on a compris ce qu'on va écouter. Riders on the Storm. Riders on the storm, riders on the storm. Into this house we're born,
like a dog without a bone, an actor out alone, riders on the storm. There's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a long holiday, let your children play. If you give this man a ride, sweet family will die. Killer on the road, yeah. Girl, you gotta love your man. Girl, you gotta love your man. Take him by the hand, make him understand. The world on you depends, our life will never end. Gotta love your man, yeah. Voilà, c'était les Doors à la demande de notre invité Alex Chalère, Riders on the Storm. Wow. Je suis pas sûr d'avoir un meilleur accent. De l'apocalypse. Hein. Ah oui. Voilà, c'est la thématique du mois, visiblement. Okay. Alors, Alex, vous nous le disiez, Mon Légionnaire a déclenché chez vous cette révélation, cette envie de se dire un jour je ferai de la musique mon métier. Oui, ça m'a donné envie de me lever le matin et de me dire un jour je serai Gainsbourg ou je ne serai pas. Oui, mais quand on a 14 ans, comment on conceptualise ça dans sa tête d'ado? Et puis comment on explique ça à papa, maman qu'on veut être musicien professionnel? Ça s'est fait... C'est marrant parce que ça a été quasiment un déclencheur, mais je pense que c'était en repos, il y avait quelque chose... Ça a été l'étincelle, ça a été la graine, et à partir de ce moment-là... j'ai regardé beaucoup de... Il y avait énormément d'hommages, Michel Drucker qui faisait un hommage, j'en ai regardé plein, il y avait des émissions qui s'appelaient Gainsbourg, moi non plus, et j'ai découvert plein de choses, un talent, un génie, même le côté provoquant, moi qui à l'époque était un garçon sage, timide, etc., c'était aussi une forme de mentor, parce que son côté provoquant, justement, me donnait aussi envie de sortir un petit peu de cette image-là.
Bon, à cause de ça, je me suis mis à fumer aussi. Pas à boire comme Gainsbourg. Pas tout de suite. Mais à 14 ans, ouais, bah, j'ai cramé mon premier mégot. J'ai pas envie de lui dire que c'est de sa faute, hein, pas du tout. Voilà, bah, c'était mon image. Il fallait que je donne un côté un petit peu, j'ai pas envie de dire bad boy, mais essayer de m'affirmer en tant qu'ado. Après, j'ai fait plein de relevés. J'ai écouté justement la chanson Mon Légionnaire et j'ai fait mon relevé à l'oreille. Donc j'ai tout relevé, toutes les notes, y compris le solo de saxophone, pour justement le reproduire avec des élèves dans lesquels je faisais partie. Alors, il y a eu un moment donné, au conservatoire, il y avait le prof de percussion, monsieur Mazoyer, qui utilisait sa salle pour faire un groupe qui s'appelait le Baby Band. Et en fait, cette formation-là, ce groupe ne faisait pas partie des pratiques collectives du conservatoire, mais on jouait, on répétait les mercredis ou les jeudis soirs ou les mercredis après-midi, je sais plus, pour faire des reprises de musiques actuelles. C'était un fan de Nino Ferrer, mais on faisait pas que ça. Et donc, moi, je lui avais proposé ma version Mon Légionnaire, que j'avais tout réécrite. J'avais réécrit toutes les parties, aussi bien pour celle qui était à la basse, le gars qui était à la batterie, et je proposais de la chanter. Et au final, j'ai choisi une autre chanson, c'est L'eau à la bouche, une chanson de Gainsbourg aussi, parce que c'était plus adaptable avec ce groupe-là. Donc j'ai commencé à... Oui. Mais vous, votre professionnalisation, elle est venue comment? On Petit à toute petit. l'importance Ouais. En fait, au final, mes parents, ils étaient heureux de savoir que j'avais déjà un projet. Et j'ai eu la chance d'avoir un soutien. Même si mon père était militaire de carrière, il m'a jamais fait la morale en disant non, il faut trouver un vrai boulot, parce qu'on a souvent cette image-là. Donc j'ai toujours eu un soutien, même quand j'ai vraiment commencé à donner des cours et avoir des moments de galère, parce que c'est pas forcément facile dans ce milieu-là. Et d'avoir tout de même un soutien moral en disant on y croit, tu peux peut-être un jour intégrer un orchestre qui tourne, etc. etc., etc. Donc en fait, je n'ai pas été freiné. Donc c'est une chance aussi d'avoir ces encouragements-là. Et vous vous souvenez de vos premiers cachets, de vos premiers engagements en la pro, où on vous prenait vraiment au sérieux? Vous êtes l'un des nôtres. Ouais, je m'en souviens très bien. J'étais encore élève au conservatoire. Mon prof André Beun, saxophoniste, où quand je lui ai dit je veux être compositeur, je veux faire de la musique mon métier, alors là c'était comme si j'étais son meilleur ami. Et il m'a dit ça tombe bien, il y a un projet, il y a un compositeur local qui tourne beaucoup, il a un projet qui s'appelle Arc-en-Ciel Orchestra, et c'était Pascal Ducourtiau. Donc, il voulait intégrer 15 musiciens professionnels et 2 élèves du conservatoire. Et André Beun me dit je t'ai choisi parce que tu as le profil le plus adapté, puisque tu improvises, tu es dans la création, tu es intéressé, tu me dis que tu veux en faire ton métier. Et donc, mon premier cachet, ça a été un concert avec Arc-en-Ciel Orchestra. On a sorti notre premier CD, où il y a mon nom qui est dans le CD. J'avais 18 ans. Et j'ai fait mon premier concert, mon premier cachet à la Coursive. Avec un chèque pas négligeable, donc je m'étais dit, ça démarre bien. Et est-ce que ça a continué bien? Comme tout projet artistique, il y a son lot de difficultés. Donc il y a eu d'autres concerts sur Foix, comment ça s'appelait? Les Valines. On a fait nos enregistrements aussi avec François Gaucher aux Valines. Et après, il y a eu d'autres projets, mais à un moment donné, comme je suis quelqu'un qui se pose beaucoup de questions et que j'étais encore jeune et que j'avais 19 ans, j'ai traversé un moment de doute qui était assez fort, parce que j'attendais de valider quand même mon bac pour ensuite me consacrer entièrement à la musique. Et à l'âge de 18-19 ans, mon prof encore, André Beun, me dit « on me sollicite pour donner des cours dans des écoles associatives, mais je suis tellement pris que je t'ai recommandé. Comme ça, tu vas commencer à te faire la main, donc on m'a donné à tes premiers cours. » Et puis, donc j'avais commencé à avoir un pied dans le milieu, même si c'était plusieurs contrats à temps partiel, donc j'habitais encore chez mes parents. Et c'est là où à l'âge de 19 ans, j'ai totalement basculé dans un milieu d'adulte où je me sentais un peu finalement prématuré et la peur a commencé à venir. Les doutes ont commencé à venir. Donc j'ai fait 1 an. C'était ma dernière année où j'étais étudiant au conservatoire, où j'arrivais en fin de cursus.
Mais là, il y a eu plein de... Justement, c'était le storm dans ma tête. C'était la tempête, l'ouragan. Et l'ouragan, c'était les doutes. Je m'étais dit, mais est-ce que j'ai pas fait l'erreur de faire n'importe quoi là ? Ça peut être dangereux. Et puis du coup, j'ai eu envie de tout laisser tomber. Je me suis inscrit à la fac de droit. Waouh. Mais, ouais, le truc, le virement Par total. dépit. En fait, c'était pas un dépit parce que j'avais le choix, mais je m'étais dit, pourquoi pas aussi faire quelque chose en parallèle en cas de coup dur, Ok. si jamais ça ne Oui. marche pas. Et donc, j'ai conservé une école de musique dans laquelle j'ai continué à donner mes cours et j'ai allé à la fac de droit. J'ai été jusqu'au DUG, j'ai validé un bac +2 et après, la musique est revenue me tirer par la manche parce qu'il y avait d'autres projets à côté qui se sont développés. Arc-en-Ciel Orchestra, en fait, au final, c'est moi qui ai décidé d'arrêter parce que j'avais choisi de faire des études de droit. Et puis, de toute façon, le projet Arc-en-Ciel n'a pas duré très longtemps parce que c'est difficile de faire tourner un groupe professionnel, faire beaucoup de dates et ne vivre que avec ce ça. projet-là. Surtout avec une quinzaine de musiciens, ça représente un Oui, budget de vente ouais. assez important. Ouais, alors c'est vrai que du coup, c'était j'étais super content de faire mon premier concert rémunéré à la Coursive et de sortir mon premier CD, même si j'étais pas tout seul. Hein, je faisais partie des deux élèves qui ont eu leur première expérience professionnelle. La deuxième élève, c'est une flûtiste. Voilà. Et après ces 2 ans de droit, comment on se relance dans la professionnalisation ? Parce que c'est une sacrée pause, puis le droit et la musique... Ben, c'est bien parce que ça permet aussi de comprendre aussi comment fonctionne le monde, de faire des études de droit. Donc j'ai appris beaucoup de choses en faisant du droit. Et c'est bien aussi d'être ouvert et de se dire, bon, il y a le côté musicien, artiste, mais c'est pas parce qu'on est artiste qu'on vit toujours dans un flou artistique. Hein. On peut très bien comprendre comment fonctionne la loi, la communication, Les le contrats respect des autres. Bah, un contrat, aussi. quand on est musicien, on signe des contrats et un contrat, c'est du droit. Il faut Donc le lire, voilà, voilà. tout à fait. Donc c'est bien d'avoir ces renseignements-là, de savoir se renseigner. Et en fait, c'est pas antinomique. Hein. C'est complémentaire. C'est complémentaire. Je sais qu'il y a une avocate qui a changé de voix. Elle est devenue une humoriste. Je sais plus comment elle s'appelle. Mais why not, hein, on peut, finalement, tout est possible. Moi, je me mets aucune barrière. Tout est possible. Et que pendant que je faisais mes études de droit, je n'ai jamais laissé tomber la musique. Je continue à donner des cours, je crois que c'était le lundi soir à Musique à Danse, à l'école de Châtelaillon. Cours de formation musicale, pas que de solfège, Pardon. et de saxophone. J'ai retenu la leçon. J'ai retenu la leçon. Et voilà, et il y avait toujours des projets à droite à gauche. Donc j'ai intégré un quartet de jazz. Oui, vous il y n'avez avait- jamais vraiment pu... Non, c'est pas possible. Je peux pas arrêter totalement. Je peux pas raccrocher, c'est impossible. Et j'avais des potes, justement Karim, un clarinettiste qui s'est mis à la guitare, qui faisait partie de l'atelier de jazz qui était animé par Pascal Combeau, qui me dit tiens Alex, justement j'ai un projet, je pense que ça peut t'intéresser, où on est plusieurs, on était au moins 8-9 musiciens dans ce groupe-là. Et là, c'était tendance funk. Il y avait beaucoup de soul, un peu à la Jamiroquai. Et j'ai eu un coup de cœur pour ce groupe. Et on était tout feu, tout flamme. Et j'étais étudiant en fac de droit. Mais c'est à partir de là où je me suis dit, oh non, mais j'aime tellement ça que Il faut que je continue. je vais valider mon DUG et puis je continue ces projets-là parce que ça me parle énormément. Donc voilà. Alors, ce qui nous parlerait énormément à ce point, ce serait qu'on ait un nouveau morceau de musique. Ok. En troisième morceau, j'ai choisi un morceau de Prince qui s'appelle Money Don't Matter Tonight. Ouais, genre, je prononce pas très 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 bien. Avec un solo de guitare aussi. Je ne sais pas s'il en fait beaucoup dans Alors le là, dans ce celui-là. morceau-là, il n'y a pas de solo, il y a des riffs de guitare. Oui. Mais j'expliquerai pourquoi après le passage de ce morceau-là, pourquoi j'ai choisi ce morceau. One more card and it's 22. Unlucky for him, making. He never had respect for money, it's true. That's why he never wins. That's why he never ever has enough to treat
Voilà, c'était Prince avec Money Don't Matter Tonight. Ouais. Allez, j'ai bien descendu, comme disait Lynn Renaud. Alors, en courtement- traduction, ça veut dire l'argent n'a pas de valeur ce soir. Et Voilà. courtement, pourquoi avoir choisi cette chanson? Alors là, ça me rappelle à l'époque de 99 où je suis tombé sur cette chanson, un clip. Alors c'est Prince qui joue au clavier, il chante avec je crois que c'est New Power Generation, et c'est un extrait de son album Diamonds and Pearls. Et donc c'est à l'époque où j'écoutais énormément de musique, mais en fait les musiques anglo-saxonnes m'influencent énormément. Donc moi je suis très funk, je suis très soul, groove, et tout ça, toutes les racines à la base, c'est ce que j'avais écouté en jazz, le Stan Getz, bossa nova. Il y a même un peu de classique aussi, parce que la musique classique c'est la source de beaucoup de choses. Et en même temps, quand j'ai voulu apprendre à jouer du rock, j'avais intégré aussi un groupe de copains. C'était un pote de lycée qui était lui fan des Rolling Stones. Alors je lui dis non, les Doors c'est mieux, mais lui c'était les Stones. Bon, bref. Et lui il avait envie de m'intégrer dans son groupe amateur. Et son objectif, 21 juin, fête de la musique, on fait des reprises des morceaux des Rolling Stones. Et toi, vu que je vois que tu te débrouilles bien à la guitare, tu seras le guitariste solo. Je lui fais attention, ça fait à peine 6 mois que je joue. Je suis en train de chercher des choses. Et puis après, on a commencé à faire nos premières répètes sur Poitiers, parce qu'il était étudiant sur Poitiers. Et là, son copain, il avait plein de guitares. Donc il avait une Gibson Les Paul. Et il m'a prêté une deuxième guitare que j'ai pu emmener chez moi et que j'ai racheté par la suite. Et c'était une Fender Stratocaster. Et je me suis dit, waouh. Et là, on a fait des reprises des Stones, mais pas que. Et il y a eu aussi un morceau de Lenny Kravitz qui s'appelle Mr. Cab Driver. Et j'ai eu un coup de cœur énorme pour ce morceau-là. Mr. Cab Driver et après pour l'artiste Lenny Kravitz. Et Lenny Kravitz, quand j'ai écouté, d'ailleurs il y aura un morceau aussi de Lenny Kravitz qui va venir après, par la suite, il est très inspiré de Prince. Donc du coup, qui dit Lenny Kravitz dit Prince, c'est pour ça que je suis allé chercher de ce côté-là, à découvrir ce qu'il faisait, parce que j'en entendais parler au top 50 à l'époque, ou avec Marteau SK quand il disait salut les petits clous. Alors aujourd'hui dans le top nous avons Prince avec sa chanson Cream. Donc je connaissais un petit peu, mais sans plus, j'avais pas encore creusé de ce côté-là. Et quand je suis tombé sur son clip Money Don't Matter Tonight, avec sa voix grave, parce qu'il est connu aussi pour chanter en mode falsette, la voix au perché, la voix qu'il appelait Camille. Là, il chante avec sa voix grave. Il y a quelque chose de groovy, de tranquille, et qui m'a beaucoup parlé. Donc cette chanson-là, c'est l'une des chansons que je connais par cœur au niveau du texte, au niveau de la musique, que j'ai déjà repris aussi quand je faisais des concerts. Et voilà pourquoi ce choix. Alors je fais plein de détours pour expliquer ce choix de chansons, mais on est obligé de... Heureusement que vous avez demandé une réponse courte. Ah oui, alors si jamais On vous aurait eu voulez peur. qu'on discute... Alors avec moi, je voulais juste vraiment évoquer la question de la composition. Quand vous composez un morceau, qu'est-ce qui se passe dans votre tête ou dans votre cœur ou dans votre corps? Parce que le processus créatif forcément m'intéresse. Ouais. Comment ça vient une musique? C'est compliqué Au début, justement, quand j'étais demandeur pour apprendre à composer, quand j'étais gamin, quand j'avais 13-14 ans, après le coup de cœur que j'ai eu sur Gainsbourg, je m'étais dit, mais on fait comment? Donc les profs que j'avais conservatoire me disaient, nous on donne pas de cours de composition, le mieux qu'on peut faire c'est tu t'inscris à tel atelier où on étudie comment les choses se sont construites. Donc on regarde plus l'architecture de la construction, par exemple des chorales de Bach, qui sont assez complexes. Mais au final, c'est une construction théorique. Puis après, justement, ça m'aidait à me former l'oreille, puis à essayer de voir par quelles règles c'est régi tout ça. Alors il y a des règles, mais je me suis dit qu'au final, improviser... en fait, chaque personne improvise dans sa vie, même si elle se considère pas comme artiste. Donc quand j'en parle à des enfants, vous savez, vous avez appris à parler. Donc au départ, on apprend, on observe, on reproduit avec des erreurs, puis on ajuste au fil du temps. Mais quand on parle, on improvise. Je suis en train d'improviser, en train de vous parler actuellement. Quand vous composez une musique, vous improvisez et après vous la fixez?
Ouais, ça sort très souvent Mais je viens pas me dire chez moi, allez, je me relève les manches, j'écris une chanson, c'est parti. Ça vient pas comme ça. Ça vient quand je vais faire des jams, des buffs avec des copains, où il y a des idées qui naissent. Et parfois, je me balade et il y a quelque chose, il y a un petit air qui vient me chanter à l'esprit. Je le chante sur mon dictaphone. Et puis après, c'est comme ça que ça vient. Alors ça m'est arrivé aussi d'essayer d'abord d'écrire le texte, puis de mettre la musique, parce que le texte donne une ambiance et ça me donne envie d'avoir la musique. Parfois l'inverse, d'avoir la musique qui donne cette ambiance émotionnelle et qui me donne l'envie de parler de tel ou tel sujet. Et parfois c'est les deux à la fois. Donc j'ai pas vraiment de règles. Le tout, c'est de noter ce qui vient. Il y a beaucoup de choses qui partent à la poubelle, hein, forcément. Et puis il y a des moments gratouillants, parfois sans but, en se promenant. Voilà, je me promène avec mon filet à papillon, si je dois parler avec une image. Et puis les idées. Vous attrapez les sons, les idées. Les idées, je chope comme avec un filet à papillon. Et après, il se passe ce qui se passe. Ouais. Alors, ce qui va se passer maintenant, c'est qu'on va écouter la chronique de Liliane. Eh bien, je sors non pas ma guitare, ni mon piano, mais des petits feuillets, en fait. Ok. Voilà. Alors, rebonjour à tous et rebonjour à notre invité. Sous ce ciel social qui s'annonce très ombrageux, que peut-on faire? Courber les chines? Peut-être pas. Se lever, se dresser pour affronter le tumulte et se donner du courage pour affronter la réalité, en luttant et en chantant. En chantant, me direz-vous? Avez-vous remarqué que les défilés, qu'ils soient politiques ou festifs, commémoratifs, sont accompagnés la plupart du temps par de la musique, chantée ou jouée? Lors de la période esclavagiste, les Noirs chantaient pour exorciser leur peine et leur douleur. Les marches blanches, les marches contre les attentats, celles emblématiques de Charlie Hebdo en 2015 sont étonnamment silencieuses pour porter un message de solidarité, d'union devant tant d'absurdité et de cruauté. Alors pour supporter nos maux de tous les jours, grands et petits, laissons la musique des baladins envahir nos cœurs et nous offrir une parenthèse enchantée. Alex Chaler, le baladin, c'est vous. Au gré des saisons et des engagements, vous naviguez entre les instruments qui vous tiennent à cœur, le saxophone, la guitare, le ukulélé et le piano. Tout ça dans le désordre. À nous de choisir les sonorités qui nous parlent le mieux et à nous de vous trouver car vous êtes un vrai caméléon. On cherche Alex Chaler, on trouve Chal, ou Alex, ou même Hazen. Ah non, oui, alors AS plutôt, H-A-E-2-S-E. Oui, je vais expliquer le pourquoi du comment tout à l'heure. Je vous remercie. Sans trop faire de détours, je vais essayer. Merci. Je reprends ma lecture. Un petit air de Blues Brothers, manque les lunettes noires, mais le look est là, décontracté, friendly. Il faudra nous en dire plus sur ces différentes facettes. Mais c'est le saxophone qui est votre instrument de prédilection. C'est votre grand amour, ce saxophone qui vous a donné envie de transmettre le plaisir de jouer d'un instrument. Car à côté des concerts, il faut assurer l'ordinaire. Et vous le faites avec grand talent, une passion et un partage sans égal en tant que professeur diplômé de musique. Mais vous avez un secret, Alex. Et je le sais. Un rêve de gosse, comme vous dites. Et vous êtes à la poursuite des Graals. Un saxophone ténor. Ah, oui. Et pas n'importe lequel, celui qui porte la marque Selmer. En attendant, vous jouez de votre saxophone alto. Mais vous recherchez la profondeur du ténor, celui qui permet à la fois des notes puissantes et des sonorités modulées. Cependant, Alex, le saxophone représente pour nous béotiens la musique noire américaine des orchestres de jazz des années folles et après-guerre, et une certaine idée de l'insouciance. Nous en sommes accros. Je me souviens d'un air de saxophone immortalisé dans le film La Panthère Rose. Et c'est bien le saxophone ténor que l'on entend. Alors on le dit pardon, qui constitue le solo de ce thème, effectivement. Le morceau de la musique du film La Panthère Rose, The Pink Panther, a été composé en 1963 par Henry Mancini, et là c'était un scoop, parce que vraiment ça a fait le tour du monde et ça le reste encore. Pourquoi ? Parce que en fait, le thème est très chaud et ça swing. En fait, c'est ce que permet de jouer en fait, le saxophone ténor. Parmi les joueurs de saxophone ténor, rendons hommage à John Coltrane, Stan Getz et
l'ancien président des États-Unis, Bill Clinton, Eh oui. qui ne manquait pas de pousser la note certaines fois à la Maison-Blanche, mais dont le moment le plus inédit fut sa prestation en Russie lors d'un dîner privé auquel il était convié par le président Boris Yeltsin en 1994. On ne dit pas s'ils ont bu un peu trop de vodka après. Je ne doute pas que votre rêve se réalisera un jour, peut-être prochain. Je n'ai pas de baguette magique, mais je sais que la persévérance et la patience font souvent des merveilles. Un mécène, peut-être ? Un appel à dons ? Votre talent est très apprécié et j'avais oublié une énième corde à votre arc, celle de proposer des ateliers d'écriture de chansons pour tous les goûts. Je suis sûre que vos élèves sont vos groupies. Alors je vous souhaite bon vent, Alex, avec votre instrument à vent, principalement. Certes, c'est un mauvais jeu de mots, mais on sait que le vent emporte tout. Votre souffle, vos mains, votre voix sont précieux et nous confectionnent et nous interprètent de merveilleux moments musicaux et vocaux. Bonne route. Merci beaucoup. Est-ce qu'on n'écouterait pas un petit morceau de musique avant d'aller sur la toute dernière partie ? En parlant de saxophone, dans le prochain morceau, il y a justement un solo de saxophone. Let Love Rule de Lenny Kravitz. Is gentle as a rose, and love can conquer anyone. It's time to take a stand.
Voilà, c'était Lenny Kravitz à la demande de notre invité Alex Chalère, avec qui nous avons quasiment passé 1 heure. Il y avait encore plein de choses à évoquer, plein de choses à expliquer, mais bon, les mystères resteront parfois des mystères. Est-ce que vous avez des dates où on peut vous écouter prochainement? La prochaine, ce sera le 24 octobre au Français à Surgères, où justement je suis sous le pseudo Chal, S-H-A-A-L. C'est la contraction de mon nom de famille, de mon prénom, Chalère Alexandre. Voilà, tout simplement. AS, j'ai laissé tomber parce qu'un copain m'a dit, en fait, non, il y a une connotation un petit peu négative. Donc, en fait, je l'ai viré, j'y réfléchi, et Chal, c'est tout neuf, ça existe depuis le mois de juin. Voilà. Et si on veut suivre votre actualité pour être informé aussi bien de vos cours que de vos dates? J'ai un site internet qui est en construction, il n'est pas encore en ligne, chahal.fr, S-H-A-A-L.fr. Mais vous êtes sur Facebook? Oui. Instagram? Sur Instagram, oui. Voilà. chahal.sax.musique pour Instagram. Et ben voilà, Alex Chalère, je vais vous laisser le mot de la fin pour annoncer la musique qui clôture l'émission. Eh bien, en fait, c'est une composition que j'ai faite et qui a été enregistrée par le père de ma chérie qui était flûtiste à l'époque, donc il y a sa voix et la mienne, de la guitare et de la flûte traversière. Ça s'appelle Héroïne. Et ce qui est rigolo, c'est que cette chanson-là a généré des droits d'auteur. Je ne sais même pas comment ça a pu arriver. Et donc, je voyais des relevés SACEM où je gagnais 2 euros par-ci, 5 euros par-là. Et je voyais que la chanson était téléchargée en Allemagne, en Autriche, en Belgique, en Italie. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'est ça qui est drôle. C'est pour ça que je la mets en ligne, en fait. C'est souvent les sonorités, en fait, qui parlent aux gens. Tu as élu domicile dans mon cœur. Tu as vaincu les missiles de ma peur. Au clair de lune, avec ma plume, j'esquisse tes notes de fortune et j'efface ainsi mes amertumes. Mon héroïne, tu es mon héroïne. Mon dévolu s'est jeté sur tes lèvres. On s'est perdu volontiers dans cette fièvre. Une danse lascive